Ma question est la suivante. Comment changer le monde? Dans quelques mois, ils dévoileront une étude inédite, conduite pour convaincre la planète et plus particulièrement la FDA, la Food and Drug Administration, de reconnaître une nouvelle catégorie de médicaments visant à freiner le vieillissement humain. En général, on demande à la FDA l'autorisation de mettre sur le marché un médicament qui soigne une maladie. Nous, c'est un médicament qui soigne toutes les maladies. L'idée que l'on puisse ralentir le vieillissement, c'est nouveau. Il n'est pas encore bien établi que toutes les maladies y soient liées. Quand on parle d'un traitement contre le cancer, personne ne dit que c'est du battage médiatique. Les gens y croient. Mais dès qu'on parle du vieillissement, on nous traite de charlatans, d'apprentis sorciers. Il y a déjà trop de seniors. J'en passe et des meilleurs. Il faut convaincre le public du bien fondé de nos recherches. Le verra-t-on de notre vivant? Mais aussi les médias, Ils ont peur du danger. les hommes politiques. Vous mettez la barre très haut. Et surtout, il faut convaincre la FDA. Parce que la science est là, la promesse aussi. C'est maintenant ou jamais. Le temps passe vite pour les baby-boomers comme moi. Dans 15 ans, les plus jeunes d'entre nous auront 65 ans. D'ici 2050, le nombre de personnes de plus de 65 ans aura presque doublé en Amérique. À l'échelle mondiale, il aura triplé. Les seniors représenteront un pourcentage croissant de la population. De plus en plus de retraités lutteront contre le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, la sénilité et Alzheimer, ce qui entraînera de graves conséquences pour l'économie et les systèmes de santé. Il faut prouver que ces recherches valent la peine d'être menées et qu'elles entraîneront une révolution en termes de santé publique. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. D'où l'utilité de cette étude. Oui. Ils veulent la preuve que c'est possible. C'est ce qu'on essaie de leur fournir. Et si on échoue? Au moins, on aura essayé. Pourquoi se croit-il capable d'influer sur le vieillissement alors que la communauté scientifique vient de convenir que c'était tout au plus envisageable? Je n'ai jamais été à l'école. J'ai tout appris moi-même, du calcul à la biologie. J'ai toujours voulu devenir chercheuse. Pour moi, c'était évident. Mais dans quel domaine? Je me suis dit que notre plus gros problème, c'était le cancer. Et puis j'ai compris qu'en fait, c'était le vieillissement. Il n'y avait plus qu'à trouver le moyen de devenir biologiste. À l'âge de 10 ans, j'ai écrit à Cynthia Kenyon que je voulais visiter son laboratoire. Cher professeur Kenyon, j'ai 10 ans. Depuis que j'ai 6 ans, je manifeste un vif intérêt pour l'étude de l'allongement de la vie. Et j'aimerais vous poser quelques questions sur le métier de biologiste. C'était une façon détournée de lui demander si je pouvais travailler avec elle. Dans ma tête, Cynthia menait une vie de super-héros. Elle se couchait tard le soir, dormait au labo, enchaînait les découvertes et croquait la vie à pleines dents. Quand je l'ai rencontrée, j'ai vu la personne que je voulais devenir. C'est la photo que tu as trouvée sur Internet. C'est pas croyable. Oui, c'est bien celle-là. C'est à ce moment-là qu'on a fait nos découvertes. Mais on n'étudiait pas encore le vieillissement. On travaillait sur d'autres projets. Ce n'est que bien plus tard qu'on s'y attaquait officiellement, parce que ça faisait peur. On a longtemps comparé jeunes et vieux et émis des théories sur la raison du vieillissement. Mais il n'y avait pas de mécanisme, pas de molette pour accélérer ou ralentir le processus. J'étudiais les vers à l'époque. Je modifiais leurs gènes au hasard pour voir lesquels vivaient le plus longtemps. On les examinait 5 minutes par jour jusqu'à leur mort. Certaines boîtes de pétri contenaient des vers normaux vieillissants et d'autres, des vers mutants en pleine forme. Et moi, je voulais être comme eux. Cynthia a découvert qu'il suffisait de modifier un gène pour que les vers vivent 2 fois plus longtemps. Ça a été un moment charnière. Franchement, personne n'y croyait. Un simple gène permettait d'augmenter la longévité de 70 ou 75%. Ça nous a amené à penser que le vieillissement était peut-être un phénomène biologique comme les autres, qu'on pouvait manipuler grâce à la génétique. En 98, plusieurs labos ont démontré que lorsqu'on modifiait le même gène chez la drosophile, elle vivait plus longtemps. Certains ont tenté des composés chimiques, le résultat était le même.
Le mouvement a fait tache d'huile et s'est étendu à d'autres domaines. Des chercheurs ont prouvé que cette même manipulation génétique augmentait la longévité des souris. Il existe des centaines de gènes qui, une fois modifiés, augmentent la durée de vie. Le vieillissement est modifiable, mais l'est-il chez l'homme? En 1900, la durée de vie moyenne était de 50 ans. Un enfant né aujourd'hui peut espérer vivre jusqu'à 80 ans. Grâce au progrès de la science et de la médecine, nous vivons beaucoup plus longtemps qu'avant. Mais toute médaille a son revers, et cette longévité est souvent synonyme de maladie et de déclin. Si vivre plus longtemps signifie être plus longtemps malade, je ne vois pas où est l'avantage. Alors comment augmenter à la fois la durée et la qualité de vie? Les centenaires peuvent nous apprendre comment vivre plus longtemps en bonne santé. Et si nous étions en pleine forme jusqu'au bout et ne mourions qu'après une courte période de maladie? Depuis quelques années, Nir Barzilai étudie un groupe de centenaires en excellente santé. Bonjour Milton. Pile à l'heure, comme le facteur. Ravi de vous rencontrer. D'après lui, il serait un exemple à suivre. Allez-y, entrez. Oui? Bonjour. Oh, bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Je m'intéresse notamment à leurs habitudes de vie. Peut-être qu'ils font simplement tout ce qu'il faut. Vous suivez un régime spécial? Non, j'essaie juste de manger ça. Vous faites de l'exercice? En guise de sport, je marche 400 mètres à l'heure du déjeuner. Je nageais tous les jours. Mon corps a toujours été sollicité. Pour la majorité de la population, c'est presque l'inverse. Je vais chez Dunkin' Donuts tous les après-midi. Et à chaque fois, je prends un café et un beignet. Vos habitudes alimentaires ne sont pas forcément saines. C'est vrai. J'ai fumé pendant 50 ans. Ce n'est pas rien. Un sujet sur deux est en surpoids. Un sujet sur deux ne fait pas de sport. 60% des hommes et 30% des femmes sont fumeurs. Et malgré tout ça, quelque chose leur a permis de vivre facilement jusqu'à 100 ans. Leurs gènes les aident à surmonter tous les obstacles que la nature met sur leur chemin. Ces cellules présentent des mutations qui, selon nous, sont associées à la longévité. Nous étudions l'effet de ces mutations sur les cellules. Que se passe-t-il lorsqu'on les place dans un environnement hostile? Ces mutations nous intéressent parce que nous croyons qu'elles freinent le vieillissement. Nir Barzilai pense que d'un point de vue biologique, ces centenaires vieillissent moins vite que la moyenne. Il veut démontrer qu'un traitement médicamenteux pourrait nous aider à vieillir comme eux. Quand on parle d'analyse génétique, le public croit souvent qu'on élabore un traitement génétique contre les maladies. Mais non, on ne peut pas changer vos gènes pour que vous viviez jusqu'à 100 ans. Par contre, on peut utiliser nos connaissances pour fabriquer des médicaments qui interagissent avec les effets du vieillissement dans le but de les retarder. Je lui ai offert son premier appareil photo. Ce n'est pas facile d'être la femme d'un photographe obstiné. Là, c'est Martha qui étudie. Ed m'a invité à le rejoindre à la cafétéria. C'était notre premier rendez-vous. Cette photo a été prise le jour de notre mariage. Martha trépignait d'impatience. Ça faisait 7 ans que j'attendais ça. Lui, c'est notre fils Thomas. Il pesait 2,180 kg quand on l'a ramené à la maison. Il était plus petit que les pieds de son père. Celle-ci est un peu plus typique. Typique, je ne sais pas. Mais nos 7 enfants sont là et tout le monde est content. Tout le monde sourit. Ça, c'était au milieu des années 70, quand Martha pouvait encore faire des randonnées, avant ses problèmes cardiaques. J'étais contente d'être arrivée au sommet avant toi, Tom et Marc. Celle-là, je l'ai prise avec le déclencheur. C'est une belle photo. 2 petits vieux main dans la main qui s'engagent dans la forêt vers un avenir incertain. Mais c'est complètement artificiel, à cause du déclencheur et du trépied. J'ai dû courir pour me mettre en place. Et puis on est parti. On a fait demi-tour et on a fichu le camp.
Le docteur Ed Kemin et son épouse Martha vivent à la maison de retraite de la célèbre clinique Mayo après avoir eu 7 enfants et une belle carrière professionnelle. Chaque jour est un cadeau de la vie. J'espère que j'aurai la même attitude quand je serai un peu moins en forme qu'aujourd'hui. Vous voyez? Quand tes piles seront à plat, tu veux dire. Bonjour. Entrez. Je suis le docteur Crane, Sarah Crane. Ed Kemin, médecin à la retraite. Voici Jim Kirkland. Jim Kirkland, enchanté. La gériatrie est une spécialité très complexe, car plusieurs maladies se développent en même temps. Parlez-moi de vos problèmes de santé actuels. Je fais de l'ostéoporose. 5 opérations de la hanche, un cancer du sein. Un rétrécissement aortique. D'accord. Martha est l'heureuse propriétaire de 4 stents dans l'artère coronaire. Le record, c'est 73, Martha. Tu as de la marge. Actuellement, les progrès de la médecine se font pas à pas. Même si on arrivait à prévenir les cancers, la maladie d'Alzheimer, les crises cardiaques et les AVC, on mourrait d'autre chose quelques mois ou quelques années plus tard. Parce que le vieillissement prédispose à certaines maladies. Nous atteignons nos limites pour ce qui est de vieillir en bonne santé. Nous savons mieux soigner les maladies que le vieillissement. Le taux de maladies et d'anesthésie augmente dans notre communauté. J'ai un peu de mal à marcher d'ici jusqu'à la clinique. Oui. C'est surtout lié à ses problèmes orthopédiques. Mais elle a aussi des problèmes cardiaques. Personne n'a envie de passer les 5 dernières années de sa vie chez le gériatre ou le cardiologue, et encore moins à l'hôpital. Ce n'est pas ça la qualité de vie. L'idéal, c'est de rester opérationnel le plus longtemps possible. S'occuper de ses petits-enfants, voyager dans le monde entier, faire ce qu'on aime, et puis un jour, mourir dans son sommeil. L'objectif ? Que nous soyons moins malades en fin de vie. Les scientifiques de l'Institut Buck en Californie du Nord cherchent un moyen de freiner le vieillissement afin d'éviter les nombreuses maladies qui lui sont associées. Pour mettre au point des médicaments qui, un jour, amélioreront la santé de l'homme, ils commencent par travailler sur des organismes unicellulaires. L'avantage des levures, c'est qu'on peut en stocker plusieurs milliards au laboratoire. Et ça permet de tester entre 20 et 30 médicaments par semaine. C'est très rapide. Dès qu'un composé chimique agit sur une levure, on le teste sur un organisme plus complexe. Les problèmes observés chez le ver en fin de vie sont étonnamment similaires aux maladies graves dont souffrent les seniors. On a récemment prouvé que le vieillissement normal du ver entraînait une accumulation de protéines insolubles qui, selon nous, seraient toxiques. Or, c'est exactement ce que les chercheurs pensent depuis des années à propos de la substance collante trouvée dans le cerveau des patients souffrant d'Alzheimer. Les composés qui augmentent la durée de vie réduisent également le taux de protéines liées aux maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Lorsqu'on ralentit le vieillissement, on ralentit aussi le développement des maladies qui y sont liées. Après avoir testé plusieurs milliers de composés, quand on en trouve un qui convient, on envisage de le tester sur une souris de laboratoire. Une mauvaise chute, une fracture de la hanche, des os fragiles sont la hantise des personnes âgées. Quand ils vont à l'hôpital pour une fracture, ils risquent de ne pas en ressortir. Grâce à la technique de la tomodensitométrie, il est possible d'identifier les composés capables de freiner la dégénérescence osseuse chez la souris vieillissante. Pour élaborer de nouveaux traitements contre le vieillissement, nous devons savoir comment ils affectent les cellules. Au centre de recherche de General Electric, Fiona Ginty a trouvé le moyen de visualiser en détail les tissus humains. Nous avons mis au point une technique qui permet de voir plusieurs protéines au sein d'un même échantillon de tissu. En les isolant grâce à un colorant, elle obtient une carte complexe sur laquelle figurent les quantités et emplacements de ces protéines dans un échantillon donné. L'analyse des protéines nous aide à découvrir comment les cellules réagissent aux thérapies. Ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble et de mieux comprendre ce qui influence la longévité. À la clinique Mayo, le docteur Jim Kirkland et son équipe étudient un autre mécanisme du vieillissement, les cellules sénescentes.
La sénescence est un processus par lequel les cellules perdent la faculté de se diviser, deviennent résistantes à la mort cellulaire programmée et tuent les cellules voisines. Les médicaments de la famille des sénolytiques éliminent les cellules sénescentes chez la souris. Ça, c'est 7 jours après la dernière dose. En les ciblant, on peut retarder, réduire, voire éliminer les maladies liées au grand âge. Pour mesurer l'efficacité du traitement, le docteur Kirkland fait faire un peu de sport à ses souris. L'endurance sur un tapis de course diminue avec l'âge. Alors, on a testé un médicament sénolytique sur de vieilles souris qui avaient du mal à se déplacer. 7 mois après leur avoir administré une dose par voie orale, on a constaté qu'elles se déplaçaient aussi facilement qu'une souris en bonne santé. Des chercheurs du monde entier ont démontré que certains médicaments ciblant le processus du vieillissement pouvaient influencer la santé et la longévité. C'est prouvé chez la souris. L'étape suivante sera de voir si c'est applicable à l'homme. Dès qu'on parvient à éliminer un aspect du vieillissement normal, on se dit « Ah d'accord, c'est pour ça que cette maladie est liée à l'âge ». Le vieillissement est un phénomène que l'on peut étudier et influencer. On est en train de vivre un moment clé de l'histoire. On essaie de mettre au point un traitement contre un phénomène biologique universel qui, avec le temps, entraîne tout un éventail de maladies. Et si on y parvient, ces maladies disparaîtront. J'adore la science. J'ai toujours été convaincue que c'était la base de tout. Le problème, c'est que ceux qui, comme moi, aiment la science, se cantonnent à leur domaine. Quand j'avais 14 ans, je suis entrée au MIT. J'y suis restée 2 ans, parce que vers la fin de ma 2e année, j'ai eu une révélation. Ça faisait déjà 6 ans que j'étudiais le vieillissement et rien n'avait bougé. On en était toujours au stade de la recherche. Il n'y avait pas le moindre traitement à l'horizon. Alors j'ai quitté le MIT et j'ai créé un fonds de capital risque dans la Silicon Valley. Je me suis fixé 10 ans pour mettre un médicament sur le marché. Ce délai aurait été impossible à tenir si j'étais restée dans le monde universitaire. C'est pour ça que je suis partie, pour faire avancer les choses. J'ai rendez-vous avec Nir Barzilai, de la faculté de médecine Albert Einstein. On m'a dit qu'il cherchait à convaincre le FDA de traiter le vieillissement comme une maladie. Actuellement, il est impossible de fabriquer un traitement autorisé par la FDA, car elle ne reconnaît pas le vieillissement comme une pathologie. Nous avons testé plusieurs médicaments à usage humain et démontré qu'ils freinaient le vieillissement chez divers modèles animaux. La metformine, par exemple, est un antidiabétique très courant qui ralentit le vieillissement chez des animaux. Les premières données d'observation indiquent qu'elle pourrait avoir le même effet sur l'homme. Pourquoi la metformine? Parce qu'on dispose d'excellentes données préliminaires. Une étude a été menée au Royaume-Uni. Des patients à qui on venait de diagnostiquer un diabète ont reçu soit de la metformine, soit d'autres médicaments. Voilà ce qui a attiré mon attention. Ils ont comparé 78 000 diabétiques sous metformine avec 78 000 sujets non diabétiques. Tous ceux sous metformine sont donc diabétiques. Ouais. Ce qui est fascinant, c'est qu'au départ, les diabétiques sous metformine étaient plus gros et plus malades que les sujets du groupe de contrôle. Et pourtant, leur taux de mortalité était plus faible de 17%. Et donc vous vous êtes dit, il faut à tout prix qu'on essaie. Oui. Nous allons constituer un groupe de patients entre 70 et 80 ans et observer les 5 phénomènes pour lesquels nous avons des données. La prévention du diabète, des troubles cognitifs légers d'Alzheimer, du cancer, de la sénilité et de la mortalité. Le docteur Barzilai et ses collègues doutent que la metformine soit une solution miracle. Mais ils veulent aider la FDA à accepter l'idée d'un médicament anti-vieillissement. La metformine nous servira simplement d'outil. C'est un médicament générique, bon marché, sans danger et prescrit depuis 60 ans. Notre but, c'est de traiter autant de patients que possible pour montrer à la FDA qu'il est possible de ralentir le vieillissement. Quand je suis arrivée dans la Silicon Valley, j'étais encore naïve. Je me disais, si les gens voient que les chercheurs prennent ça au sérieux, ce sera facile de les convaincre.
Et puis un des premiers capital risqueurs à qui j'ai parlé m'a dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'en pense la FDA, point. » Quand les investisseurs en biotechnologie se disent « Bon, alors qu'est-ce qu'on finance ?» Il y a des centaines de traitements contre le diabète ou le cancer dans lesquels ils peuvent injecter des milliards de dollars. Mais le vieillissement n'est jamais sur la liste parce que la FDA ne conçoit pas qu'on puisse faire des essais cliniques là-dessus. Si nous arrivons à notre but avec la FDA, ce sera une véritable révolution. Les laboratoires pharmaceutiques changeront leur fusil d'épaule et ils se mettront à fabriquer des médicaments de plus en plus performants, comme ils l'ont fait pour d'autres maladies. Si votre essai clinique est concluant, ça changera tout au niveau des capital risqueurs. Ce serait formidable pour tout le monde. D'où nous est venue l'idée qu'il faille soigner chaque maladie de manière individuelle. Au XXe siècle, l'espérance de vie s'est allongée grâce au traitement de maladies infectieuses comme la pneumonie, la grippe ou la tuberculose. D'après le démographe Jay Olshansky, nous serions victimes de ce succès. C'est très conceptuel comme façon de penser. On soigne les maladies une par une au fur et à mesure qu'elles apparaissent. On applique aux maladies chroniques le vieux modèle de gestion des maladies infectieuses qui existait jusqu'en 1950. Dès les premiers symptômes, vous alliez voir le médecin. Il vous soignait et vous renvoyait chez vous. Vous attrapiez une autre maladie, vous alliez voir le médecin, il vous soignait et vous renvoyait chez vous. Aujourd'hui, on applique ce même modèle aux maladies chroniques. Les maladies cardiovasculaires, les cancers, les AVC et la maladie d'Alzheimer. Les organismes de réglementation comme la FDA reposent sur le postulat que toutes ces maladies sont indépendantes les unes des autres. Le traitement du cancer augmenterait l'espérance de vie de 3 ans et demi. Mais si on freine ne serait-ce qu'un peu le vieillissement, on influence par la même occasion toutes les maladies mortelles et invalidantes. L'impact est beaucoup plus important. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'habitude de traiter plusieurs maladies à la fois. Le but, c'est de convaincre la FDA qu'en s'attaquant aux facteurs de risque communs à toutes ces maladies, c'est-à-dire le vieillissement, on peut influer sur leur développement. C'est ça notre objectif. Le docteur Ezekiel Emmanuel qui... Cet oncologue dirige le département d'éthique médicale et de politique de santé. L'ancien conseiller de la Maison-Blanche a déclaré « D'après le docteur Emmanuel, la qualité de vie commencerait à décliner vers l'âge de 75 ans. Il refusera donc tout traitement médical et laissera faire la nature. » Je vois la recherche sur le vieillissement comme un casse-tête que les scientifiques s'efforcent de résoudre. Et nous, pendant ce temps-là, on observe avec le plus grand intérêt. On est en pleine utopie technologique. On croit à un avenir meilleur. On vaincra la mort, on vivra en parfaite santé. Et puis un jour, ce sera fini. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, à 75 ans, j'arrêterai de prendre les médicaments dont le but est d'allonger ma durée de vie. Je refuse de passer mon temps chez le médecin. Ça me permettra de profiter du temps qu'il me reste, au lieu d'essayer par tous les moyens de vivre quelques semaines ou quelques mois de plus. Mon père a toujours débordé d'énergie et d'enthousiasme. C'était un amoureux de la vie. J'étais passionné et je travaillais dur. À l'âge de 74 ans, il a fait une crise cardiaque. Et depuis, il n'est plus le même. Tout le monde vous le dira. Ma vie a changé. Depuis que tu as fait ta crise cardiaque? Oui. Tout aurait dû s'arrêter ce jour-là. Quand tu seras vieux, je te tuerai. On meurt tous un jour. Il faut voir la vérité en face. Pourquoi vivons-nous? Qu'est-ce qui rend notre vie marquante? En quoi est-ce lié à notre longévité? Je ne crois pas que vivre mieux soit synonyme de bien vivre. Je lis, j'écoute de la musique classique. Quoi d'autre? Tu harcèles tes enfants au téléphone? Non, je fais du sport tous les jours. 2 heures. Je discute avec les dames de 90 ans en quête d'un mari. C'est peut-être lié au fait que je suis oncologue et qu'on fait miroiter un traitement contre le cancer depuis 1972. Ça fait plus de 40 ans.
et il n'y a toujours pas l'ombre d'un remède. Peut-être que ça ira plus vite pour fabriquer une pilule contre la morbidité. Mais bizarrement, j'ai des doutes. Pour moi, il faut planifier sa vie de manière raisonnable. Et raisonnablement, je pense que cette pilule n'existera jamais. Si elle finit par arriver sur le marché, et que vous vivez 10 ans de plus, tant mieux. Mais si j'étais vous, je ne miserais pas un sou là-dessus, et encore moins ma vie. À New York, les chercheurs vont révéler leur étude aux médias. C'est l'occasion de faire passer le message au public, mais avant, il faut convaincre les journalistes. Nous avons lancé une étude baptisée TAME qui ciblera le vieillissement avec la metformine. Je trouve que ça manque d'informations. Où sont vos critères d'évaluation? De combien de fonds disposez-vous? Ça me semble normal d'être sceptique quand quelqu'un vous dit qu'il est à 2 doigts de percer le mystère des mécanismes du vieillissement et d'éliminer les maladies liées au grand âge. C'est l'analyse des hypothèses concurrentes. J'ai dit à Ed que lorsque je prenais ma tension, mon pouls était à 108. Il s'est écrié « Tu plaisantes? Ça dure depuis quand ?» Elle a fait une crise cardiaque alors qu'elle essayait de se remettre d'une grippe. Martha, 90 ans, doit réfléchir à la possibilité de se faire opérer. Mais les maladies chroniques dont elle souffre compliquent son choix. Martha est atteinte d'un rétrécissement aortique très serré. Cela représente un gros risque pour sa santé. Elle est au stade dit critique de la maladie. Ses chances de survie à 2 ans sont de 50%. Beaucoup de patients meurent d'un arrêt cardiaque lié à une sténose aortique. Ce n'est pas une belle mort. On sait très bien traiter les symptômes et pourtant la qualité de vie finit quand même par en pâtir. Enchanté. Oui, moi aussi. Comment allez-vous? Bien, merci, tout va bien. Bon, super. Lorsqu'un patient souffre d'un rétrécissement aortique, il y a 2 options, ouvrir la valve ou la remplacer. Oui. Vous avez des questions, des remarques? Étant donné sa fragilité et son âge, la convalescence risque d'être très longue. Et en plus, aucun de nous deux ne veut perdre son indépendance. Je vois. Je n'aimerais pas qu'il se sente pieds et poings liés. Ce n'est pas une décision qu'on peut remettre à plus tard. Si elle attend 1 an ou plus, c'est que par défaut, elle a fait son choix et qu'elle préfère laisser faire la nature. Voici la valve en question. Normalement, les cuspides devraient être complètement ouvertes. Nous sommes face à un nouveau problème. La valve est calcifiée. Ce n'est pas qu'elle est fragile, mais elle a perdu son élasticité et pour ça, il n'y a pas de traitement. Je ne peux ni l'éviter, ni le soigner, ni empêcher que ça s'aggrave. C'est le parfait exemple d'un phénomène lié au grand âge et contre lequel je ne peux rien. De toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré un seul patient qui avait accepté les infirmités de l'âge. Personne ne m'a jamais dit « Stop, ça suffit ». On veut tous continuer à vivre. C'est ancré en nous. Et si la fontaine de Jouvence existait vraiment? Ça vous tenterait? Je signe. Aimeriez-vous remonter dans le temps? Quelques cachets, et voilà. Imaginez, nous pourrions vivre plus de 100 ans en parfaite santé. Quelques cachets. C'est possible. Restez Jeune, dynamique. Vigoureux. La Terre est surpeuplée. On passera. De 6 à 7 milliards. Nous pourrions vivre plus de 1000 ans. Il y a un énorme battage médiatique. Mais compte tenu du sujet, ce n'est pas étonnant. Après tout, il est question de notre mortalité. Ça fait des milliers d'années qu'on nous vend des remèdes pour vivre plus longtemps. Certains médecins prescrivent des hormones de croissance. Des antioxydants. C'est du marketing et ça marche. Les gens tiennent à leur santé, alors ils tentent le coup. La population américaine vieillit. Surpeuplé. Nous sommes trop nombreux sur Terre. Les plus de 60 ans surpasseront les moins de 15 ans. La population mondiale vieillit. Il n'y aura pas assez de travailleurs pour financer les retraités. C'est préoccupant. Nos ressources sont limitées. Cela entraînera une crise des systèmes de santé. On ne peut pas croître à l'infini. La morbidité, la mortalité, la détresse psychologique, les coûts de la santé vont de pair avec les maladies chroniques associées au grand âge. Si on arrive à mettre au point un traitement qui améliore les fonctions physiques et cognitives,
alors vos parents n'auront plus besoin qu'on s'occupe d'eux. Ce seront eux qui s'occuperont de vos enfants. On travaillera plus longtemps, la productivité sera meilleure. Vous croyez vraiment qu'on pourra vivre 1000 ans? Les immortalistes pensent que nous pourrons accroître l'espérance de vie et vivre 1000 ou 5000 ans. Il n'y a pas de limite. Intrinsèquement, rien ne nous empêche de le faire. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le propos. On a trouvé comment freiner le vieillissement et influer sur les maladies. Il faut continuer dans cette voie, approfondir nos connaissances et voir ce qu'on peut faire dès à présent. On doit se battre en permanence contre ce genre d'arguments. Comment se faire entendre dans toute cette cacophonie autour de nous? S'ils obtiennent le soutien du gouvernement américain, les chercheurs croient pouvoir changer notre perception du vieillissement. Ils rencontrent un membre du comité sénatorial sur le vieillissement pour plaider leur cause. Merci de nous recevoir. De rien. Ce que les gens ignorent, c'est que nous avons trouvé le moyen d'agir sur le vieillissement. Le concept a déjà été testé sur les animaux et il le sera bientôt sur l'homme. Pour la plupart des maladies chroniques, le plus gros facteur de risque, c'est le vieillissement. Donc, selon vous, il ne faut pas les traiter individuellement. Il vaut mieux s'attaquer directement au vieillissement du corps humain, plutôt qu'au diabète, aux AVC ou à la maladie d'Alzheimer. Oui, d'après nos recherches, si on apprend à soigner les causes sous-jacentes, on peut retarder les maladies qui affaiblissent et tuent les personnes âgées. Les gens ne se rendent pas compte qu'il suffirait de retarder légèrement les premières manifestations du diabète de l'adulte pour nous libérer de nos dettes. Imaginez un peu si on arrivait à freiner le développement d'autres maladies. Actuellement, on court à la catastrophe. La bulle démographique est au cœur de toutes les préoccupations. Si on parvenait effectivement à ralentir le vieillissement, ce serait une véritable aubaine pour les États-Unis. Toutes les avancées faites au XXe siècle dans le domaine de la santé publique ont été portées par quelqu'un qui a choisi de prendre position et de soutenir des projets ambitieux. Nous espérons qu'avant la fin de son mandat, le président mettra ce dossier à l'ordre du jour. Je le lui dirai. C'est gentil. Ce serait formidable. Je lui dirai sans faute. C'est un moment charnière. Le mouvement prend de l'ampleur, c'est évident. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Merci pour tout. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir. Merci d'être venu. La route est encore longue pour que la population comprenne que nous sommes peut-être en train de vivre la révolution scientifique du siècle en matière de soins médicaux. D'énormes progrès ont déjà été accomplis dans le domaine du vieillissement. Mais beaucoup de seniors doivent encore faire des choix difficiles concernant leur santé. Étant donné son âge et ses autres problèmes médicaux, si elle subissait une chirurgie cardiovasculaire, ça réduirait encore son espérance de vie. J'ai eu l'occasion de côtoyer d'autres pensionnaires qui ont subi cette intervention. Certains s'en sont très bien remis. Mais pour la plupart d'entre eux, la vie a radicalement changé. C'est pour cela que nous avons choisi de décliner l'opération de remplacement de la valve aortique. Je pense avoir reçu toutes les informations nécessaires pour m'aider à faire un choix éclairé. Il m'arrive souvent de penser à la mort. Aujourd'hui, j'arrive à en parler sans peur. Quand mon heure viendra, j'espère que je serai en paix, résignée. J'ai toujours comparé la vie à un pèlerinage. Je suis en route et j'ai choisi le chemin que je veux emprunter. Aujourd'hui, le docteur Barzilai et ses collègues vont essayer de convaincre la FDA de prendre leur étude en considération. Ils font un point avant cette réunion décisive.
Nous sommes ici pour représenter la communauté de chercheurs sur le vieillissement. C'est un grand jour, car nous pensons que ce projet entraînera un changement de paradigme. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question suivante. Que devra démontrer l'essai clinique pour permettre à la FDA d'autoriser une nouvelle indication de la metformine, à savoir le retardement des comorbidités liées au vieillissement? La metformine est une première piste, mais d'autres médicaments pourraient être plus efficaces et nous voulons être sûrs qu'ils entreront dans le cadre. On se base sur l'hypothèse que la metformine est l'un des rares médicaments qui peuvent agir sur tout l'organisme. C'est une hypothèse intéressante. L'essai clinique devra la démontrer. Tout a commencé par un concept innovant, le vieillissement est modifiable. S'en sont suivies des années de recherche menées par un nombre croissant de scientifiques, puis des années de discussion pour convaincre le public de l'intérêt de ces recherches. C'est peut-être ça une percée. Si la FDA accepte de considérer le vieillissement comme une pathologie, cela changera à tout jamais les services de santé et la médecine en général. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de projets capables de rivaliser avec celui-ci. Presque tout le monde est concerné. En règle générale, il est... Au-delà du simple traitement des maladies, ça peut être un argument très convaincant. Ce serait une grande première. L'approche générale ne semblait pas les déranger. C'est justement ce que je leur ai dit avant de partir. Si j'ai bien compris, l'approche générale ne vous pose pas de problème. Et ils ont acquiescé. Je crois qu'on n'aurait pas pu rêver mieux. Si effectivement, ils parviennent à ralentir le vieillissement, ça concerne toute la population. Ce serait une découverte révolutionnaire. Ça ne fait aucun doute. Nous pensions que la terre promise était hors d'atteinte. Mais aujourd'hui, elle semble presque à portée de main. L'essai clinique aura bien lieu. Nous avons convaincu la FDA de tenter l'aventure. Et ça, c'est une belle victoire. Cette étude portera les bases des recherches à venir. Ton plus beau sourire, Martha. 1, 2, 3. C'était presque parfait. Je vais en faire 25 de plus. 1, 2, 3. Quand j'étais petite, je m'étais fixé 2 objectifs. Voler d'une façon ou d'une autre et guérir le vieillissement. L'objectif à long terme est simple. C'est d'allonger la durée de vie en bonne santé. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Cet objectif, nous ne sommes pas les seuls à vouloir l'atteindre. Nous savons qu'il est réalisable, alors il faut le poursuivre, coûte que coûte. 1, 2, 3. Le jour où on arrivera à prolonger la durée de vie en bonne santé et améliorer les fonctions du corps humain, ça changera tout. À l'avenir, les professionnels de la santé ne sauront plus ce que c'est que la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Ils croiseront très peu de cancers. Et nous trouverons ça parfaitement normal. Ce sera beaucoup mieux. J'espère qu'un jour on se dira « Waouh, la communauté médicale a fait du bon travail. Grâce aux chercheurs, on vit plus longtemps, en meilleure santé, le coût des soins médicaux est en baisse et l'économie mondiale se porte mieux. » Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne est de 79 ans. La vie serait-elle vraiment meilleure si on vivait 50 plus? Franchement, je ne suis pas convaincu. Ce qui compte à mes yeux, c'est de profiter au mieux des années que j'ai à vivre. Prendre soin de ma famille, m'impliquer dans la vie de ma communauté. Pour moi, c'est ça, bien vivre. Si nous réussissons, la médecine en sera transformée. Il y aura moins de malades chez les seniors. Ce sera bien à la fois pour eux, pour le système de santé et pour l'économie. Il n'y aura que des avantages si nous y parvenons. Je pense que ce qui motive les chercheurs, c'est l'image de la personne âgée qui souffre le martyre et l'idée que ces 20 dernières années de douleur pourraient être évitées. J'ai toujours trouvé ça profondément injuste et je me suis promis de tout faire pour y remédier. In the sky,